L'incontinence urinaire chez le sportif est un sujet super tabou. Mais ça peut toucher plus de 50% des athlètes. On accueille deux physiothérapeutes expertes dans ce domaine, Isabelle Fontaine et Léamie Chicoine, pour discuter de ce sujet. D'ailleurs, vraiment intéressant, Léamie Chicoine est une ancienne gymnaste qui a vécu ce problème. Donc, restez avec nous et bonne écoute! Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie Leno, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, bienvenue Isabelle et Léa. On est super contente de vous avoir aujourd'hui pour parler de l'incontinence urinaire chez les sportifs. Mais avant de commencer, j'aimerais juste que les gens connaissent un petit peu plus de vous. Alors, Isabelle, est-ce que tu veux commencer à nous parler de ton parcours un petit peu? Oui, alors, je suis physiothérapeute depuis 2007. Puis quand j'ai eu mes enfants, mon premier garçon, en fait, après ça, j'ai eu envie d'aller chercher un petit peu plus une expertise un peu différente là, en rééducation périnéale et pelvienne, parce que c'est une sphère de la physiothérapie qu'on découvre souvent un petit peu plus quand on est enceinte après un accouchement, parce que c'est beaucoup plus répandu dans cette population-là comme type d'intervention. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller faire mon micro-programme en rééducation périnéale et pelvienne. Fait que c'est comme un micro-programme des études de deuxième cycle à l'université pour aller chercher une expertise dans ce domaine-là. Puis, depuis 2019, là, à peu près, que je travaille à temps plein en rééducation périnéale et pelvienne. Fait que j'ai, avec différents types de populations, mais là, je fais beaucoup d'incontinence urinaire dernièrement. C'est la majeure de ma clientèle. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Super. Puis Léa, est-ce que tu veux te lancer dans ton parcours? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai fait 14 ans de gymnastique artistique au niveau national. Puis par la suite, j'ai fait 3 ans de cheerleading avec les Carabins de l'Université de Montréal. Durant, en fait, aussi mon parcours en physiothérapie. Puis, comme Isabelle, j'ai aussi complété mon micro-programme en rééducation périnéale et pelvienne. Super. Donc, 2 physiothérapeutes aujourd'hui pour nous parler 3. de... Oh. OK, fait qu'il y a juste moi qui n'ai pas rapport. Super. Je pense qu'on pourrait, dans le fond, ce qui est vraiment intéressant avec vous trois comme physiothérapeute, c'est Léa, parce que tu as vécu ce problème-là, en fait. Puis c'est un problème qui est un peu tabou là, dans le milieu. Puis peut-être nous parler de comment toi, tu as commencé à vivre ça, dans le fond, dans ton parcours d'athlète. Oui. Mon plus loin souvenir de quand j'avais des petites fuites urinaires ou en fait des petites gouttes d'urine qui arrivaient à chaque fois, exemple, que j'étais au sol ou même à la table de saut de cheval, je crois que j'avais 11 ans. J'ai vraiment un souvenir que j'étais en 5e année. Je me rappelle du maillot que j'avais parce que c'est un maillot que, justement, ça paraissait pas quand j'avais des petites fuites urinaires. Okay. Puis, à partir de cet âge-là, j'ai jamais arrêté d'en avoir. T'sais, moi, j'en avais comme à tous les jours. Je m'entraînais 25 heures semaine. Fait qu'à tous les jours, on avait du temps au sol, on avait du temps au saut. Puis, à chaque fois, il fallait que j'aille à la salle de bain pour vider ma vessie le plus possible. Puis, je pouvais y retourner comme 3-4 fois en chaque ligne au sol parce qu'à chaque fois que je faisais comme une impulsion, j'avais comme une mini-goutte aussi qui sortait. Puis, on a toujours l'impression, en fait, que c'est beaucoup plus. Puis, étant jeune, moi, je me disais, ma vessie, elle doit être encore pleine, mais au final, ma vessie, elle n'était pas pleine, puis j'allais aux toilettes, puis pour faire encore 2-3 gouttes. Uh-huh. Mais, de 11 ans jusqu'à la fin de ma carrière de gymnastique, jusqu'à 18 ans, moi, j'ai toujours vécu avec ça. Mais dans les premières fois, quand ça t'arrivait à 11 ans, est-ce que tu trouvais ça comme bizarre, ou est-ce que... Oui, je trouvais ça bizarre, mais j'étais gênée également de la situation. Tu sais, j'osais pas en parler à mes entraîneurs. Puis, quelque chose aussi qui me gênait, c'est qu'à chaque fois qu'on devait aller à la salle de bain, il fallait demander la permission. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on se retrouvait que je demandais souvent la permission d'aller à la salle de bain. Puis, j'avais l'impression que j'étais la seule qui avait ça. Dans mon groupe de
filles avec qui je faisais de la gymnastique, j'ai l'impression que j'étais toute seule. J'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment d'autres personnes qui en avaient, autant les plus jeunes que les plus vieilles. Donc, tu étais vraiment plus gênée, puis tu te sentais un peu isolée par rapport à ça, c'est Oui, dans ma tête, j'étais comme, ben, c'est peut-être juste moi qui est pas normal, puis qu'il y a ce Ok. problème-là. Puis Isabelle, dans ta pratique, est-ce que c'est ça que tu vois, dans le fond, dans les jeunes que tu peux voir avec des problèmes de fuite urinaire? Est-ce que c'est souvent ça? Ben, en fait, on les voit pas vraiment parce que je pense qu'elles consultent peu. Je sais pas si c'est l'impression que t'as, toi aussi. Oui, sauf que je pense que je suis peut-être la seule petite exception à la règle parce qu'un moment donné, je pense que je me suis mis à en parler. Ça, à ce moment-là, j'ai 14 ans, puis j'ai une de mes entraîneurs qui me dit « Ah, mais tu sais, si tu veux, va faire sécher ton maillot au séchoir entre les appareils. » Fait que j'ai commencé à faire ça, justement pour sécher mon maillot après la séance au sol. Mais j'allais faire sécher mon maillot au séchoir parce que sinon, ben ça reste que c'est un peu humide et désagréable et un peu irritant au niveau des aines. Puis, d'après moi, je crois que ça a peut-être un petit peu continué à faire son bout de chemin vers les professionnels. On avait aussi des physiothérapeutes qui venaient nous voir en gymnase pour avoir des suivis et tout. Puis, moi, j'ai consulté en rééducation périnéale à l'âge de 14 ans. Ah ouais, OK. Pour vraiment cette condition-là. OK. Fait que, tu sais, je me rappelle d'avoir eu des rendez-vous en physiothérapie. On avait aussi, exemple, la machine de biofeedback avec des petites électrodes. Fait que je pouvais vraiment voir si j'étais capable de contracter toute la région du plancher pelvien. Et, ouais. C'est quoi le plancher pelvien? Ben, dans le fond, c'est un groupe de muscles là, qui est comme vraiment à la base du bassin, un peu comme, c'est pour ça que ça s'appelle le plancher, un peu comme le plancher du bassin. Puis c'est un groupe de muscles qui est qui va contribuer fortement à la continence urinaire, entre autres. C'est pas sa seule fonction, là, mais entre autres à la continence urinaire. Là, dans ce type d'incontinence-là, on parle d'incontinence à l'effort, là, de l'incontinence, parce qu'il y a d'autres types d'incontinence aussi. Donc, l'incontinence à l'effort, c'est la perte involontaire d'urine, peu importe la quantité, là, même si c'est comme 2 gouttes ou une plus grande quantité, c'est quand même considéré comme de l'incontinence urinaire, puis qui survient quand on fait un effort. Donc, ça peut être aussi banal que de tousser, éternuer ou faire un saut sur une trampoline. Donc, c'est ça. Donc, les muscles du plancher pelvien vont avoir un rôle dans la continence parce qu'ils vont venir faire une pression de fermeture sur l'urètre quand c'est nécessaire pour justement prévenir les fuites d'urine. Avec plein d'autres structures anatomiques là, qu'on ne décrira pas, mais c'est comme une des structures sur lesquelles on a un contrôle volontaire, en fait. Fait que c'est pour ça que c'est celle-là qu'on va travailler quand on a des fuites. Entre autres, là, c'est pas la seule chose, mais c'est une des choses qui peut être adressée ou évaluée et traitée quand on a des fuites d'urine à l'effort. Donc, un message important pour n'importe qui fait un sport ou quoi que ce soit, avoir des fuites d'urine, même si c'est des petites gouttes, c'est pas normal. Non, c'est le signe d'une dysfonction, en fait. OK. Donc, c'est fréquent chez les filles, mais c'est pas normal. Il y a une dysfonction là, biomécanique au niveau ça peut être le plancher pelvien, mais ça peut être d'autres choses. On pourra en reparler un petit peu plus tard, mais il y a une dysfonction là, qui cause ces fuites-là. Puis est-ce qu'il y a un âge vers laquelle les jeunes sont un peu plus à risque de développer de l'incontinence urinaire? Bien là, on parle plus chez les athlètes. Oui. Oui. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un âge. J'aurais l'impression que c'est probablement plus en lien avec l'intensité, le volume d'entraînement, puis c'est ça, la force de l'impact aussi, parce que, tu sais, on parle d'à peu près 50% des athlètes féminines qui vont avoir de l'incontinence urinaire à l'effort. 50 Oui. OK. Puis là, il y a certains sports où ça va, tu sais, le sport, par exemple, la trampoline, là, on va parler de 80%. Donc, les sports de gymnastique de trampoline, c'est beaucoup plus élevé. Fait que dans ce 50%-là, c'est ça va varier en fonction des sports, mais c'est sûr que tous les sports avec impact ou soulèvement de charge sont plus à risque d'avoir des fuites urinaires. Fait que j'ai l'impression qu'avec l'âge vient aussi souvent le volume de l'entraînement, la charge et l'intensité de l'impact. Puis là, avec ça, le risque augmente, en fait, plus qu'avec l'âge. Donc, les sports vraiment à risque, on a parlé de gymnastique, trampoline,
Haltérophilie. Oui, haltérophilie, crossfit, là, tous ces gros soulèvements de charge-là. Mais aussi les sports comme le volleyball, le basket, la course, le ski, tout ce qui a un impact. Donc, le fait d'atterrir au sol ou de devoir faire une impulsion, là, vont être avec des niveaux plus augmentés. Tu sais, dans les prévalences, ça peut se ressembler, là, à part pour, par exemple, l'haltérophilie puis la gymnastique, là, ben, la trampoline, en fait, où là, c'est beaucoup plus augmenté. Bien, 80%, moi, je trouve que c'est un chiffre épouvantable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait maintenant chez les athlètes de gymnastique, même quand ils commencent, ou juste des exercices de prévention, ou est-ce qu'on fait des dépistages? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait, ou pour l'instant, c'est tellement tabou qu'on n'en parle même pas, malgré cette prévalence? Je pourrais pas répondre avec précision à cette question-là. J'ai l'impression que ça doit dépendre du niveau puis de la structure sportive dans laquelle tu pratiques. Tu sais, si c'est avec une équipe qui est suivie par, je sais pas, là, des physios de l'INES ou quelque chose comme ça, dans un sport plus encadré, disons, avec une équipe médicale qui suit ça, je pense que ça doit être un peu plus pris en prévention et traité si c'est nommé par l'athlète. Mais dans les sports où il y a moins cet encadrement-là médical, j'ai tendance à penser que c'est pas nécessairement fait, là, c'est plus traité au cas par cas quand l'athlète ose en parler, finalement, là. Peut-être quand un coach, justement, a l'expérience comme Léa, tu sais, que si c'est un coach qui a eu cette expérience-là, puis là, qu'il y a un athlète qui vient en parler, mais... Qu'est-ce que... Ouais, tu dirais quoi, toi? J'ai l'impression que, étant donné qu'on n'en parle pas, mais qu'on pense également que c'est normal, on va pas avoir tendance à faire quelque chose pour changer ça. Si, dans ma tête, on pense que, tu sais, ça l'arrive, en fait. Bien, en fait, c'est toujours un peu le danger du nombre aussi, parce que là, si on dit que c'est 50% des athlètes féminines qui peuvent avoir des fuites urinaires, bien, ça devient comme normalisé, finalement, parce que c'est la moitié, tu sais. Fait que, t'as ça, ben oui, ça fait partie de la game, tu sais. C'est un peu ça, je pense, qui peut ressortir parfois, tu sais, alors que ce qu'on sait, c'est que c'est quand même... pas dans tous les cas, mais ça peut être on sait que ça va affecter les performances. Parce que, tu sais, on est super self-conscious, là. J'ai pas l'expression francophone de ça, mais, tu sais, c'est super, justement, tu sais, ça paraît-tu dans mon maillot? Est-ce que je sens le pipi? Est-ce que... Puis, fait il y a ça, puis ça va être une raison pour abandonner le sport aussi, dans quand même beaucoup de cas. Oui. Puis je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, tu dis, mettons, il y a 50% des jeunes qui vont faire de l'incontinence urinaire. Fait que c'est normal dans le sens que ça fait partie du parcours d'un sportif. Mais quand on parle, mettons, des joueurs de soccer, je sais pas c'est quoi les chiffres, mais ils sont plus à risque d'avoir des déchirures des ligaments croisés antérieurs. Mais là, ça, c'est une problématique. Puis il y a des programmes de prévention qui ont été établis pour ça. Fait que pour moi, la fuite urinaire, ça devrait être un petit peu pensé de la même façon, mais... Oui. Bien, je pense que les joueurs de soccer sont aussi dans des risques qui sont un peu augmentés parce qu'il y a beaucoup de courses, là, puis du stop and go, là, qui vient aussi avec une surcharge qui est comme augmentée. Je vais peut-être avoir l'air bien féministe avec ce que je vais te répondre, mais je pense que c'est parce que c'est un problème qui est typiquement féminin, en fait. L'incontinence urinaire à l'effort chez les athlètes, là, c'est vraiment un problème qui est féminin. Puis, tu sais, on peut expliquer peut-être pourquoi rapidement, mais c'est vraiment juste une question anatomique. C'est vraiment juste parce que les femmes, les filles ont un vagin. Donc, le fait d'avoir un vagin, ça fait une cavité un peu supplémentaire dans le plancher pelvien. Ça fait aussi qu'il y a peut-être un petit peu moins de support au niveau de l'urètre. Donc, ça, c'est une des raisons versus les hommes qui n'ont pas ça. Puis, l'autre raison, c'est que les hommes ont une urètre qui est beaucoup plus longue. Donc, avec le pénis, dans le fond, l'urètre, elle va jusqu'au bout du pénis. Fait que ça fait en sorte que... il y a plus de résistance là, aux fuites. Donc, les athlètes adolescents ou jeunes hommes n'ont pas cette problématique-là. Donc, fait que je ne sais pas si c'est ça qui joue aussi au niveau des programmes de prévention. Puis, ça t'empêche techniquement pas de jouer non plus. Tu sais, versus un ligament croisé ou un... Oui, c'est ça. C'est comme on peut vivre avec. Tu pourrais te mettre juste un pad. Moi, c'est pas ça que je pense, là, mais ça peut être vu un peu de cette façon-là. Mais je trouve ça quand même plate que cette condition-là soit, pas vue nécessairement, soit vue comme normale. Puis 2, que ça peut entraîner l'arrêt du sport à cause de la gêne associée, puis de... Est-ce que quand les jeunes arrêtent le sport, arrêtent de faire les trucs qui peuvent déclencher l'incontinence, est-ce que ça arrête systématiquement ou dans leur vie de tous les jours, ils peuvent continuer à ressentir ça? Bien,
compte tenu que je pense que ces jeunes-là ont des fuites juste dans le sport, parce que c'est probablement la chose la plus intense qu'ils pratiquent. Donc, en arrêtant ça, je pense que oui, tu sais, c'est probablement pas des jeunes qui ont des fuites à la tout éternuement, comme on va voir plus chez la femme qui vieillit ou en postpartum, par exemple. Quoique, c'est pas impossible qu'il y ait aussi, là. Ça peut cohabiter, ça se peut aussi qu'il y ait ça. Mais oui, donc si on arrête le sport, l'activité très intense qui causait les fuites. Ceci étant dit, tu sais, on peut arrêter de pratiquer de façon compétitive le soccer, mais quand même courir un peu de temps en temps puis avoir encore un peu de fuite, ça, c'est pas impossible. Okay. Mais il faut pas que notre message ce soit ça, en fait. Faut pas que le message ce soit, si vous avez l'incontinence à l'effort, il faut arrêter. Non, parce que tout à fait, c'est pas... non, c'est définitivement pas ça le message. Le message, c'est plus qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour ça. Là. Donc, il faudrait que ce soit pris en charge par le bon professionnel. Ouais. Fait que, Léa, peut-être parle-nous de toi. Tu as dit que tu avais consulté à 14 ans déjà en physio-périnéale. C'est quoi la physio-périnéale? c'est un mot qui fait peur, non? Qu'est-ce que c'est? En gros, ça va être justement, on a parlé tantôt, exemple, que c'est un ensemble de muscles qui va permettre, en fait, de supporter là, tous nos organes génitaux et tout, puis qui va permettre, en fait, d'être capable de se retenir, autant de se retenir de faire pipi que de se retenir aussi pour les gaz ou même se retenir au niveau des selles. Puis, justement, quand on parle qu'il y a peut-être une altération dans la fonction du plancher pelvien, bien, la physiothérapie périnéale va permettre, en fait, de aider, faire des exercices pour optimiser puis retrouver une fonction qui est adéquate pour aussi l'intensité, exemple, qui est nécessaire. Oui, exact. Le rôle du physio, c'est pas juste de venir... En fait, c'est de réussir à permettre à l'athlète d'atteindre ses objectifs de sport sans avoir de fuite, en fait. Donc, je trouve que le fait, ce que tu dis, là, selon les demandes, en fait, là, du plancher pelvien, c'est vraiment ça, la clé. Puis oui, ça peut être un peu intimidant parce que c'est vrai que la rééducation périnéale, comme c'est des muscles qui sont à la base du bassin, pour les évaluer de façon précise, le physiothérapeute en rééducation périnéale va venir faire une évaluation de ces muscles-là, soit par voie vaginale ou par voie anorectale. Fait que oui, c'est sûr que ça peut être intimidant, surtout chez une jeune qui n'a pas eu de première relation sexuelle. Des fois, on est un peu moins à l'aise aussi avec ça. Même si on est active sexuellement, des fois, ça peut être aussi un petit peu intimidant. Mais comment ça se passe, tu sais, une première visite? Est-ce que, comme, tu sais, un jeune qui arrive, 12 ans, que ces problèmes-là, justement, est-ce qu'on dit, déshabille-toi? Non, c'est ça. Non, premièrement, il y a beaucoup de questions. Ça, c'est la première chose. Il y a un long questionnaire où on va venir vraiment en détail, justement, de tout ce qui est comment ça se passe au niveau de l'urine, les fuites, dans quel contexte, tout ça. Puis on va venir détailler aussi au niveau des selles, parce que, comme Léa l'a dit, il y a vraiment un effet, une fonction aussi au niveau de la continence des selles, des gaz. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est la première partie. Après ça, on y va vraiment en fonction du confort aussi de la personne qui est devant nous. Fait qu'il n'y a jamais rien qui est obligé, il n'y a jamais rien non plus qui est forcé. On peut utiliser des alternatives si jamais la personne n'est absolument pas à l'aise d'aller faire une évaluation par voie vaginale ou par voie anorectale. Là. Fait que c'est ça, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, ça veut vraiment dire que souvent, on va venir insérer un doigt au niveau du vagin ou au niveau du rectum. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement la chose la plus confortable au monde. Mais si la personne qui est devant nous, elle veut vraiment pas faire ça, mais il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir aller évaluer pour quand même avoir un plan de traitement qui est adapté à cette personne-là. Fait que oui, il y a la partie là, qui est plus, oui, il faut se dévêtir un peu. Mais je pense que c'est important de dire que cette partie-là, si on n'est vraiment pas à l'aise, elle se fera pas nécessairement. Le physiothérapeute va trouver plein de petites astuces pour réussir à évaluer le mieux possible quand même. Puis qu'il y a plein d'autres aspects aussi qui vont être évalués puis qui peuvent être traités en rééducation périnéale, qui sont pas juste les muscles du plancher pelvien. Fait que dans le fond, on va venir regarder aussi qu'est-ce qui se passe. Moi, souvent, en traitement avec l'incontinence urinaire, je vais venir vraiment regarder spécifiquement la tâche qui est exécutée. Tu sais, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ton saut? Qu'est-ce qui se passe quand tu cours? Y a-t-il des choses à ce niveau-là est-ce que tu retiens beaucoup ta respiration? Est-ce que tu pousses sur ton abdomen ou vers le bas? Est-ce que tu viens chercher une posture qui te rend super inefficace au niveau de l'activation de tes abdos? Fait que ça, c'est une des choses qui peut être faite, mais aussi, justement, toute la gestion des abdos, de la respiration,
des tensions musculaires, de la mobilité des hanches, la stabilité des hanches. Tout le corps, finalement, là, ce qu'on appelle le corps aussi, on va vouloir l'évaluer puis le traiter parce que dans l'incontinence urinaire à l'effort, il y a vraiment, oui, les muscles du plancher pelvien, mais dans le fond, c'est l'activation au bon moment de ces muscles-là qui est souvent problématique. Puis ça, c'est pas juste les muscles du plancher pelvien qui vont avoir un impact sur ça, c'est vraiment comment tout le corps agit puis gère un peu la demande qui est augmentée, la pression qui est augmentée, puis comment tout se fait ensemble, finalement. Fait que c'est pour ça que c'est pas juste la partie où on vient regarder ton périnée. Là, il y a vraiment d'autres choses qui vont être regardées puis qui vont être faites. Donc, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de ce genre de consultation-là. Puis si on a peur, on peut le dire. Ouais. Puis il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites avant. Tout à fait. Puis je pense que, tu sais, des fois, on peut aller vraiment vers cette direction-là si c'est vraiment pas possible pour la personne qui est l'athlète qui est devant nous d'aller se dévêtir ou se mettre dans cette position de vulnérabilité-là. Puis que, tu sais, des fois, quand on arrive à un plateau puis qu'on se dit, ben là, ça serait peut-être ça la prochaine étape, ben c'est une discussion qui va être faite entre le thérapeute puis le patient qui est là. Puis c'est une décision qui est prise ensemble. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut pas se mettre ce frein-là parce que c'est pas comme un rendez-vous médical où on va des fois peut-être insister sur certains examens. C'est ça. Puis toi, Léa, est-ce que tu te souviens comment tu te sentais la première fois que tu avais consulté ou c'était pas vraiment un problème pour toi? Moi, je me souviens, mais Isabelle en a parlé aussi, là. Je m'en allais dans cette lignée-là également. Moi, je me souviens que la physiothérapeute que j'avais vue, j'avais été très, très, très confortable avec elle. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'en rééducation périnéale, on a aussi le temps, on a vraiment le temps d'être à l'aise puis de mettre la personne, en fait, confortable. Puis on lui explique, en fait, pourquoi c'est pertinent peut-être d'aller voir telle situation. Puis après ça, ben si la personne, elle est encore pas à l'aise, il n'y a pas de problème, c'est correct. Puis on essaiera, on passe par d'autres choses. Puis moi, personnellement, par contre, je me rappelle, ça avait été bien. J'avais pas eu d'examen à l'interne. Je pense que la physiothérapeute n'avait pas jugé que c'était peut-être pertinent dans ma situation à ce moment-là. On y avait été vraiment juste via externe, plus par observation, vérifier si je suis capable de justement contracter mon plancher pelvien et tout. Puis, j'avais aussi ensuite de ça eu des exercices qui étaient très appropriés à ce que j'étais capable de faire à ce moment-là, puis d'être capable de les intégrer dans des mouvements fonctionnels comme faire un squat, faire un saut, des trucs comme ça. Puis, je pense que globalement, ça avait quand même bien aidé et amélioré ma situation, mais pas complètement. Puis là, je pense que j'apporte l'autre petite affaire que je me suis rendu compte. Avec le temps, moi, j'étais incapable, exemple, de faire un appui tendu renversé, une équilibre, puis de tenir. Il y avait certains mouvements de force, de musculation que j'étais pas capable de faire. Et maintenant, ben, après avoir eu la physiothérapie, puis toutes les informations qu'on apprend avec la rééducation périnéale, je sais aussi que moi, j'avais un problème au niveau de l'activation de mon transverse de l'abdomen. Fait que mon corps, en effet, il n'était pas optimal. J'avais une belle activation de comme le six-pack, là. Ça, j'étais capable de faire plein des trucs avec ça. Mais pour ce qui était vraiment de les trucs qui sont plus activation des abdominaux abdominaux profonds, ça, je l'avais pas. Mais souvent, ça, on voit aussi en musculo-squelettique, que souvent, on vient compenser avec des muscles qui sont un peu plus superficiels, que la stabilité musculaire vraiment profonde. Puis, il faut une bonne stabilité en premier lieu pour aller bouger, pour aller performer aussi. Puis souvent, j'ai pas une expérience en périnéale comme vous, mais mes gymnastes que je vois ou des patineuses artistiques et tout, je trouve que souvent, des fois, quand on parle d'incontinence urinaire, on pense que tous les muscles sont comme relâchés, mais au contraire, chez ces jeunes-là, on voit beaucoup d'hypertonicité au niveau, non seulement au niveau du plancher pelvien, mais au niveau, ceinture pelvienne et tout. Puis c'est important de le dire aussi, ça, parce que en fait, ça veut pas nécessairement dire que les muscles sont faibles, effectivement, parce que le contraire est vrai aussi, parce que quand on fait, surtout à l'impact, là, puis pas juste à l'impact, mais même au soulèvement de charge, tu sais, la musculature de stabilité, fait que le plancher pelvien, mais aussi les abdominaux, ils ont quand même aussi besoin d'avoir une certaine flexibilité dans le mouvement. Donc, tu sais, par exemple, en haltérophilie, là, quand je me penche pour soulever quelque chose, je peux pas juste être super contractée tout le long.
il y a vraiment un moment où il faut qu'il y ait une certaine flexibilité au niveau de ma musculature, mon plancher pelvien, un certain mouvement qui se fait. Ça, c'est peut-être un peu plus vrai même pour les sauts, là, cette flexibilité-là, tu sais, soit en impulsion ou en réception. Tu sais, il y a un moment où il faut qu'il y ait une certaine... un mouvement qui se fasse au niveau de mes muscles. S'ils sont super raides, super toniques, ben ça va pas nécessairement... Ça va pas bien fonctionner. C'est pour ça que quand on parle de programmes de prévention, il faut que ça inclue aussi ça. C'est pas juste de venir faire plein de Kegel, là, des exercices de Kegel à l'infini, parce que des fois, c'est pas ça. Ça peut même... les exercices de Kegel? Oui. C'est plus les mamans qui vont savoir ça, qui en ont entendu parler. Fait que, tu sais, c'est... mais ça se peut que les jeunes filles, même qui ont une incontinence urinaire, se sont fait dire, peut-être par des personnes, faites des exercices de Kegel. Fait que ce que c'est vraiment les exercices de contraction du plancher pelvien là, de base. Fait que... c'est vraiment juste de venir contracter les muscles du plancher pelvien comme si on voulait retenir un gaz ou l'urine. Donc, c'est cette contraction de muscles-là qu'on fait. OK. C'est ça. Fait que quand on dit contracte ton plancher pelvien, c'est ça qu'on veut dire. Mais de faire juste ça de façon isolée puis d'en faire des tonnes, mais des fois, ça va pas régler le problème puis ça pourrait peut-être même l'empirer. OK. Puis, dans cette lignée-là, moi, dans ma pratique, je vais tellement aussi accorder une importance sur le relâchement. Tu sais, je vais leur mentionner, tu sais, à la base, pas juste au niveau plancher pelvien, mais juste un muscle, pour qu'il soit fonctionnel, doit être fort et souple. Les deux sont importants. Oui. Puis quand dans l'activité, dans le sport, bien, c'est important d'être capable d'aller faire un peu les deux, parce que c'est pas vrai qu'on peut rester contracté tout le temps. Puis de toute façon, le mouvement, ça implique aussi des moments de flexibilité pour toute la musculature. Tu sais, si on pense par exemple à une cheville, tu sais, si ma cheville, mon mollet reste tout le temps contracté pareil puis qu'il bouge pas, bien, je vais courir bizarre en motadine. Là. Fait que tu sais, c'est un peu la même affaire là, finalement. C'est de contracter un muscle au bon moment. De bien utiliser la contraction. Qui se fasse en fonction de la demande, en fait. Ouais. OK, moi, je vais revenir à toi, Léa. Oui. Là, tu as dit que tu étais allée en physio-périnéale à 14 ans, puis que tu avais fait tes exercices à la maison, tu étais une bonne athlète qui faisait ces exercices, mais tu as dit que ça n'avait pas vraiment marché. Je trouve que ça n'a pas complètement réglé mon problème à 100%. Puis maintenant, avec ton background de physio, est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Sincèrement, je pense que au niveau de ma capacité à contracter, tu sais, à concevoir, à sentir vraiment ce que je fais, à vraiment la mettre en application dans des mouvements qui sont peut-être quand même un peu plus simples que quand je partais puis je faisais mon rond d'applique salto comme double. Moi, je me souviens exactement de certains mouvements, en fait, qui étaient problématiques. C'était tous mes mouvements qui étaient vers l'arrière. Tandis que tout ce qui était vers l'avant, tu sais, exemple, courir, sauter sur le tremplin, faire un salto vers l'avant avec une vrille, j'arrivais à bien verrouiller, contracter mon plancher pelvien, puis j'avais pas de fuite. Mais moi, c'était tout ce qui était les mouvements vers l'arrière, dans une certaine impulsion, et selon exactement qu'est-ce que je faisais. Par exemple, quand on faisait juste, par exemple, une diagonale au sol, qui est comme un rond d'applique avec un salto tendu droit sans vrille, j'avais pas nécessairement de petits problèmes. Contrairement à comme dès que je rentre un double salto là-dedans, oui, là, ça pouvait m'arriver parce que définitivement, mon corps avait une activation quand même plus intense de comme la majorité de beaucoup plus des muscles qui étaient recrutés versus de faire un salto simple. Moi, je sais que c'est ça l'avait pas complètement tout réglé. Par contre, j'ai pas le souvenir, exemple, d'avoir fait de la rééducation périnéale pendant au moins 10 à 12 semaines. Puis là, je veux pas dire non plus d'avoir, par exemple, eu un suivi à chaque semaine et tout, mais maintenant, moi, j'ai appris et je remarque en fait que aussi juste en physiothérapie musculo-squelettique, là, mais on a tendance à peut-être pas faire nos exercices assez longtemps pour qu'il y ait vraiment, en fait, un changement permanent au niveau de, comme, le muscle, tu sais, vraiment les connexions nerveuses. Tu sais, si on fait une courbe au microscope avant, après, ben pour qu'on ait vraiment le changement, c'est un 10 à 12 semaines d'exercice. Mais ça veut pas dire que ça va prendre 10 à 12 semaines avant d'avoir eu des améliorations. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être ce petit bémol-là qui fait que je les ai peut-être pas fait assez longtemps et j'ai pas réussi non plus à nécessairement bien les intégrer parfaitement dans les mouvements que j'avais à faire au niveau de la gymnastique. Il y a peut-être la petite fin, en fait, de traitement. Que, souvent, quand ça s'améliore, c'est ça qu'on voit en clinique aussi. Là, souvent, c'est un petit... On voit une amélioration, mais pour aller chercher le petit dernier 100%, là, les gens sont comme « ça va mieux, je vais peut-être arrêter ». Donc, c'est sûr que... Oui, c'est ça. Puis, effectivement, c'est sûr que
c'est la rééducation périnéale, c'est documenté que ça fonctionne super bien. Il y a vraiment beaucoup d'évidences scientifiques. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites puis qui ont dit que oui, c'est vraiment efficace pour le traitement de l'incontinence urinaire, puis que ça devrait toujours être la première intervention. Ça, c'est les guides de pratique en urologie là, qui disent ça. Là. Donc, que ça devrait être la première intervention pour le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort. Par contre, le défi pour les patients, pour les athlètes, pour les gens qui ont besoin de rééducation périnéale, c'est vraiment aussi d'être régulier puis assidu dans les exercices, dans la phase active. Puis après ça, il y a une phase de maintien aussi où il faut maintenir les acquis un petit peu aussi, là, donc, on va continuer les exercices, peut-être de façon un petit peu moins intense et régulière. Pas régulière parce que c'est régulier quand même, mais moins fréquemment, mais il faut quand même un petit peu continuer. Puis maintenir un peu ce qu'on a intégré dans toutes les tâches de notre sport qui pouvaient donner de l'incontinence. Là, c'est sûr qu'on parle plus de gymnastique où c'est peut-être des moments un petit peu plus ciblés, là, tu sais, certains sauts, certains mouvements. Ouais. Moi, c'était vraiment, exemple, le flic-flac, là, qu'on parle vers l'arrière. Le flic-flac qu'on va faire avant d'avoir la finale qui est comme le salto avec une vrille et tout ça. C'était tout le temps ce moment-là. Ou même, je parlais plus dans mon micro. Ou même au saut de cheval. Moi, par exemple, quand j'attaquais le saut de cheval, j'y allais par une rondade vers l'arrière. Fait qu'encore, j'allais vers l'arrière pour mettre mes mains sur la table de saut. C'est dans ces moments-là que j'avais mes petits soucis, alors que quand je partais vers l'avant, ça allait bien. J'ai une petite question par rapport à ça. Tantôt, vous avez mentionné d'intégrer la contraction du plancher pelvien dans des mouvements qui sont fonctionnels. Fait que le squat, c'est facile. Dans le fond, c'est facile à enseigner, la course, etc. Mais dans des mouvements comme ça, que c'est à haute intensité, à haute impulsion, comment cette personne-là arriverait au final à bien coordonner ses muscles pour éviter une fuite urinaire dans des... C'est super spécifique. Mais c'est rapide aussi. C'est ça. Puis il y a comme plein d'autres choses aussi à quoi penser. Il n'y a pas juste... Oui, le verrouillage qu'on appelle, là, donc de venir faire une contraction du plancher pelvien, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'intégrer, mais c'est vrai que ça peut être quand même difficile dans un exercice de haute demande comme ça. Mais des fois, il y a des choses un peu plus... là, ça peut peut-être avoir l'air... je sais pas si ça va avoir l'air tiré par les cheveux, en fait, là, mais des fois, c'est vraiment juste aussi... c'est plus dans la mécanique du mouvement. Fait que est-ce que c'est justement un moment plus intense? Fait que je bloque mon souffle vraiment beaucoup. Fait que des fois, ça peut être plus... Essaye de venir expirer à ce moment-là vraiment un petit peu plus fort pour sentir un peu plus l'activation des abdos. Essaye de venir justement chercher un peu plus l'activation des abdos de cette façon-là. Mais c'est sûr que oui, c'est une rééducation, tu sais, un peu comme si tu rééduques ton quadriceps dans un mouvement spécifique puis que tu as de la misère à activer, je sais pas, une partie ou dans une certaine amplitude. Il va falloir que tu le réentraînes puis que tu y penses pendant un petit bout. Bien, c'est un peu la même chose. C'est sûr qu'il va falloir décomposer un petit peu le mouvement pour être capable de l'intégrer avant d'aller chercher de revenir à la rapidité. Fait que, tu sais, oui, ça peut impliquer des fois de faire un petit peu des pas en arrière, comme dans une rééducation, réadaptation musculo-squelettique, là, tu sais, c'est un peu la même chose, mais c'est sûr que ça peut être peut-être un peu plus fâchant ou un peu plus difficile à faire parce qu'on n'est pas blessé, là, mais c'est un peu la même chose, parce que, tu sais, si j'ai une dysfonction à cette tâche-là, bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se fait pas correctement au niveau de mon activation de mon unité interne, de mon corps, de mon unité interne. Fait que si je reviens pas un petit peu en arrière, décomposer ce mouvement-là pour être capable de réintégrer cette unité interne-là de façon adéquate, bien, c'est sûr que ça va être peut-être un petit peu plus difficile. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement ça vers quoi je m'en allais. Si j'avais à me coacher et à me comme... Je te donne mon conseil là, puis à moi plus jeune, là, c'est d'emblée, ben, par exemple, là, je parle d'une diagonale où est-ce qu'il est particulièrement d'un niveau d'une certaine difficulté, mais on faisait encore de la base qu'on appelle, qui était exemple juste un flic-flac. Tu sais, je repartirais moi probablement avec ça, comme c'est le conseil que je donnerais. OK, si le problématique est à l'impulsion du flic-flac, ben on recommence avec un seul flic-flac, puis on ferait vraiment un accent, une concentration où c'est l'arrivée du flic-flac. Ben je veux vraiment essayer d'expirer à ce moment-là puis de contracter mon plancher pelvien. Fait que moi, je le vois vraiment comme en étapes comme ça, de redécomposer, en fait, ton niveau de difficulté à revenir à ce qui est, OK, la première étape, c'était celle-là. On repart avec celle-là, on la maîtrise, puis on continue par la suite.
Par contre, je comprends que ça peut être difficile à appliquer quand même parce que moi, à ce moment-là, j'étais quand même dans un niveau national. Ouais. J'ai pas nécessairement le temps non plus de passer 30 minutes à réapprendre comment faire un flic-flac quand j'ai appris ça à l'âge de genre 8 ans. Mais tu sais, ultimement, on parle quand même de... Même si la résultante, c'est de régler les fuites urinaires à l'effort, mais on parle quand même d'un problème d'activation de l'unité interne qui va avoir un impact. Tu sais, si on corrige ça, ça va avoir un impact super positif au niveau des performances aussi. Ouais. Moi, je suis convaincue que j'avais un problème aussi au niveau de mes abdominaux parce que, en fait, en faisant le cheerleading, dans le fond, moi, j'ai fait du cheerleading à partir de comme 21 ans, puis j'ai terminé la gymnastique à 18 ans. Entre-temps, je suis restée active, je me suis mis à faire du triathlon. Moi, j'avais jamais eu de fit non plus à la course ou des trucs comme ça au saut. C'était vraiment gymnastique artistique. OK. Mais, entre-temps, ben aussi, j'ai commencé mes études en physiothérapie, j'ai compris des affaires, j'ai comme catché que vraiment qu'est-ce que c'était mon transverse de l'abdomen. Puis, juste pour le plaisir, exemple, de refaire des appuis tendus renversés, ben là, ça fonctionnait. Moi, j'avais l'impression à l'époque que quand je faisais, exemple, un équilibre, mon haut du corps était comme séparé de mes jambes. Ouais. Comme s'il y avait juste... C'était mou, puis ce qui me permettait pas, en fait, de tenir vraiment en place, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manquait, comme si j'étais segmentée entre le haut puis le bas. Fait que, tu sais, rajoute à ça une vélocité avec des vrais et des répétitions, c'est sûr que là, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Fait que c'est... Ouais. Donc, tu sais, dans ton cas, c'est super clair dans ce que tu décris que ton incontinence urinaire, en fait, c'est juste un symptôme d'une dysfonction, là. Ouais, tu sais, c'est souvent ça, en fait, là. Ouais, puis il y a des mouvements, tu sais, je me rappelle que... Parce que probablement non plus, mes entraîneurs avaient peut-être pas nécessairement l'expertise que nous, on va chercher au niveau tellement précision de tout ce qui est l'unité interne, mais je pense pas qu'ils pouvaient savoir ça. Mais ils se demandaient pourquoi je n'étais pas capable de faire telle affaire. Pourquoi moi, je suis capable de faire tel truc. Puis maintenant, j'y repense, puis je suis comme, mais je suis certaine, en fait, que c'est à cause de ça. C'est tellement intéressant, là. C'est comme... tellement les deux chapeaux de l'athlète. Tu sais, au début, tu as dit, j'avais pas 30 minutes pour recommencer à faire des flic-flacs. Mais d'un autre côté, peut-être que ce 30 minutes-là, c'est ça qui allait faire en sorte que tu allais aller plus loin, puis peut-être pas abandonner la gymnastique ou juste régler ton problème d'appui tendu renversé qui fonctionnait pas. Non, c'est comme non. tellement un message important. Ouais, mais c'est ça, des fois. Mais c'est ça, je pense qu'il faut le voir comme un problème qui est quand même d'origine musculo-squelettique, tu sais, c'est un peu... c'est ça, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, au même titre qu'on ferait une réadaptation pour une cheville, qu'on aurait une entorse de cheville, un ligament croisé... Bon, c'est sûr que le ligament croisé, c'est une longue réadaptation, fait que c'est peut-être pas une bonne puis c'est chirurgical, là, fait que c'est peut-être pas une bonne comparaison, mais je pense que c'est ça implique une certaine régression pour mieux progresser, puis régler le problème, puis probablement améliorer les performances aussi. Mais là, tu parles d'entorse de cheville, mais tu sais, tout ce qui est un peu plus proche du plancher pelvien, des lombalgies, des douleurs à la hanche, des tendinopathies. C'est moi, quand je vois si je suis pas formée en rééducation périnéale, mais quand je vois des athlètes qui ont ces problématiques-là, souvent, c'est beaucoup de rééducation au niveau de l'unité interne. Tout à fait. Dont le plancher pelvien fait partie, puisqu'on en a parlé plus de son rôle de continence puis de support des organes pelviens, mais il y a un autre rôle qu'on n'a pas parlé qui est vraiment aussi un rôle de stabilité là, au niveau pelvien. Donc, c'est un muscle stabilisateur comme les abdos profonds. Donc, il est super important pour ça. Fait que oui, dans toutes les problématiques de lombalgie, de hanche, c'est sûr que il peut y avoir une composante là, en lien avec le plancher pelvien, les abdos profonds. Donc oui, ça fait partie de ça aussi. Fait que là, on a parlé vraiment de l'importance de tout ça. Comment un athlète ou une jeune qui fait de la gymnastique peut prévenir ça? Comment il y a des conseils que vous pouvez donner d'exercices ou des ressources auxquelles les jeunes peuvent avoir accès pour faire des exercices pour bien contracter l'unité interne, ou il faut consulter une physio en périnéale parce que c'est quand même assez touché pour savoir exactement quoi contracter au bon moment? Bien, je pense, à ma connaissance, là, des ressources gratuites adéquates qui expliquent bien quels exercices faire, je suis pas certaine qu'il y en a.
Moi non plus, Ok. je ne pense pas. Je ne pense pas, mais là, ça me fait penser, je suis comme, mais ce serait tellement pertinent. Moi aussi, je suis en train de me dire, mon Dieu, quel beau projet. Lisa, on se reparle. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est sûr. Ben nous, on est en train de travailler, en tout cas, c'est une parenthèse, mais on travaille sur un projet dans ce sens-là, mais plus pour le postpartum, là, qui s'adresse plus chez les femmes enceintes, mais je pense que il y aurait définitivement quelque chose à faire là-dessus. Je pense que c'est difficile de donner des conseils généraux parce que, tu sais, d'emblée, je pense que ce qui pourrait être dit, c'est de faire des contractions du plancher pelvien. Par contre, comme j'expliquais tantôt, Ouais, c'est ça. je suis pas C'est pas certaine juste que ça va nécessiter... Il faut être sûr de bien les faire, puis il faut être sûr Exact. de bien pouvoir relâcher. Puis ça, c'est super important. Puis on peut penser que chez des athlètes, on est plus dans des problématiques souvent de tension musculaire, de difficulté de relâchement que de faiblesse. Pas nécessaire. Ben en fait, ceci étant dit, un muscle qui est tendu n'est pas nécessairement fort, donc Exact. les deux peuvent en fait, n'est pas fort là. Donc les deux peuvent cohabiter aussi. Moi, je suis très d'accord là, que un muscle faible a tendance à être tendu. Oui, Moi, en fait. Ça, c'est... Et un C'est ma muscle phrase tendu préférée, est je faible pense. aussi, là, donc et vice-versa. Tu sais, fait que je pense qu'on peut essayer de venir faire des contractions du plancher pelvien, mais il faut vraiment... C'est ça, c'est touché d'enseigner ça vite de Dans même. le fond, c'est quelque chose, c'est une problématique qui est complexe. Ouais. Puis justement, on n'a peut-être pas encore de programme de prévention comme on aurait pour les ligaments croisés, pour prévenir les déchirures. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que ce qu'on pourrait ressortir ici, c'est plus de reconnaître, de reconnaître le problème dans le fond, parce qu'au moins si on le reconnaît, ben, les gens vont pouvoir consulter des spécialistes, puis là aller faire une meilleure évaluation, puis pouvoir le prendre en charge. Je pense que ce serait surtout ça le message clé. Oui, c'est ça. Puis de pas se sentir gêné, parce qu'il y a probablement dans ton groupe d'athlètes, il y en a probablement la moitié qui vivent avec ça. Là. Fait que, tu sais, pour les coachs, les parents, est-ce qu'il y a des indices? On parlait d'aller se faire sécher son maillot à la salle de bain, mais y a-t-il d'autres choses comme des indices qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille qu'il y a peut-être un problème? Ben, je pense que les visites à la toilette vraiment souvent, comme Léa parlait, je pense que ça, c'est une athlète qui va... Déjà, en fait, ça, c'est un signe d'une problématique qui peut être haute, là, qui pourrait être l'urgence mictionnelle, qui est aussi une problématique qu'on va adresser en rééducation périnéale, mais qu'on n'a pas parlé ici. Là. Mais tu sais, s'il y a des visites vraiment très fréquentes à la toilette, là, pour quelqu'un qui n'a pas bu plein d'eau, ben c'est pas normal. Fait que ça cache souvent quelque chose, que ce soit parce que c'est des envies urgentes ou parce qu'on essaye de prévenir les fuites urinaires à l'effort. Je pense que ça, c'est une bonne puce. Quelqu'un qui aurait toujours des maillots très foncés aussi. Là. Nous, on avait aussi En fait, non, c'était quand, exemple, on était menstrué, on avait le droit aussi de mettre des cuissards. Mais je sais que moi, j'étais assez très à cheval sur cette règle-là, mais j'avais des collègues qui étaient peut-être un peu moins puis qui avaient plus tendance à en mettre souvent. Peut-être aussi que, tu sais, c'est la raison pourquoi elles mettaient les cuissards tous les jours. Mais, tu sais, je me rappelle, moi, j'étais ben trop gênée pour aller leur demander, là. C'était pas... on n'en parlait pas. Okay. Parce que tu vois, quand j'ai revisé les proportions, là, la prévalence là, chez les athlètes, la gymnastique, parce que le trampoline, là, c'est 80%, mais la gymnastique, selon les études, là, ça va être dans les 61%. Mais tu sais, justement, de penser que j'avais peut-être sur notre groupe de 10 qu'il y en avait 6 qui avaient ça, on dirait que dans ma tête, je suis comme, mais c'est impossible. Là. Il me semble qu'il n'y a personne qui parlait de ce problème-là, à part moi. Bien, peut-être qu'elle l'avait moins souvent, peut-être qu'elle l'avait... Tu sais, c'était peut-être une plus petite quantité. C'est possible. C'est possible aussi que, c'est ça, qu'elle n'en parlait pas. Peut-être que elle, ça les gênait. Moi, je sais que ça me gênait, mais un moment donné, j'en suis juste venue à, ben c'est normal, puis c'est ça. Puis maintenant, ben moi, j'en parle, puis ça me dérange moins. Puis, Léa, pourquoi on peut pas mettre de cuissard? Oui, je trouve ça tellement absurde. Est-ce que c'est plus facile de faire la gymnastique sans cuissard? Je crois que ça l'a plutôt... Peut-être, c'est traditionnel. Traditionnel. Oui, c'est plus la culture du sport vis-à-vis ça. Mais ça se peut que ce soit juste ça, d'un point de vue esthétique, quelqu'un qui n'a pas de cuissard versus quelqu'un qui a un maillot, ben ils vont avoir l'air plus grande, la jambe a l'air plus allongée. Au niveau de l'œil aussi, quand on juge en compétition, c'est différent. C'est pas attiré de la même façon. Mais donc, pour les gymnastes comme tel, il n'y a pas un avantage
quelconque d'avoir ou pas un cuissard? Non, je me souviens qu'il y avait certaines personnes, en fait, qui parlaient à cause de qu'elles avaient leur puberté et que, l'exemple, il y avait des poils pubiens, puis ça pouvait les gêner, en fait, que, justement, si le maillot peut-être se déplaçait un petit peu, ben là, on aurait pu peut-être les apercevoir. Donc, de porter le cuissard, qui est justement un short, ben même si le maillot se déplaçait, personne ne s'en rend compte. OK. C'est comme le volleyball, là, avec des féminins avec des cuissards. Je pense le que beach volley. Tu vois, volleyball, 57 Ah, c'est pas... Ah ouais. Ça mais arrive il y a quand beaucoup de même, sauts hein. avec C'est impulsion. ça. Tu sais, c'est souvent des sauts avec une C'est vrai. Puis le pire, c'est que ces chiffres-là, à mon avis, c'est sûrement ça sous-estime. Ben, Moi, je vois le football sur ta chaise, sur ta feuille. Ouais, j'ai vu. C'est J'ai vu combien? ça dans les. C'est 50 Quand même, mais hein? puis, ça ressemble un peu à ce que, de façon générale, selon les études, là, ça variait de prévalence générale entre 44 à 55 à peu près. C'est énorme. Mais là, il y a différents sports là, qui sont plus. Qui ont des valeurs augmentées. Là, je les relis aussi. Mais, ouais, le volleyball, le basket, tu vois, on parlait de 42 mais j'aurais tendance à penser que ça doit être un peu plus que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de courses, des sauts aussi, là. Mais tu sais, faut juste préciser quand même que la prévalence chez les femmes sédentaires, les ados sédentaires, c'est pas non plus de 0 Ah ouais. Non, tu sais, je sais pas exactement c'est quoi. Là, je pense qu'on parle chez les femmes nullipares. Faudrait que je valide à 100 mais tu sais, il y a quand même au moins un 15 à 17 chez les femmes. Les nullipares, c'est celles qui n'ont pas eu d'enfants, là. Fait que tu sais, ça arrive aussi chez les femmes sédentaires. C'est pas plus normal, ceci étant dit, mais ça arrive aussi. C'est quelque chose qu'on voudrait traiter aussi. Mais tu sais, on part pas de 0 dans la population sédentaire puis 50 chez les athlètes, mais il y a quand même tu sais, si on pense que c'est autour de peut-être 15-17 chez les femmes sédentaires, ben, il y a quand même une prévalence qui est beaucoup augmentée chez les athlètes. Là. Donc, c'est fréquent. Si on suspecte ça chez son enfant ou chez soi-même, comment on trouve un physio qui est spécialisé en rééducation périnéale? La façon la plus simple, c'est probablement via le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie. Donc, c'est l'oppq.qc.ca. Puis sur ce site-là, on peut trouver des professionnels. On peut cibler là, un champ d'expertise, puis on peut cibler un code postal aussi. C'était ma réponse également. Puis des fois, peut-être ça peut valoir la peine de demander à nos collègues de sport aussi ou nos coachs, là, tu sais, est-ce qu'ils ont des références? Ben oui, c'est ça, parce que des fois, c'est moins gênant ou moins intimidant d'aller voir quelqu'un qu'on sait que notre autre athlète, l'autre membre de notre équipe a vu puis qu'elle a aimé, donc... Puis, tu sais, j'ajouterais aussi que, pas que je veux vendre ma salade tant, mais oui, un peu, parce que je sais que ça marche. Mais ça se pourrait aussi qu'on fasse une première rencontre avec une physio en rééducation périnéale, puis qu'on ne l'ait pas trop aimé. Ça arrive, tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde comme physio. Je pense qu'à ce moment-là, il faut peut-être, des fois, c'est quelqu'un d'autre, donner une deuxième chance pour parce que c'est vraiment une sphère de la physio où il faut se sentir vraiment à l'aise avec la personne qui nous traite. Fait que, tu sais, si on n'est pas à 100 à l'aise, peut-être c'est juste pas la bonne personne pour nous, puis de chercher quelqu'un d'autre, ça peut être une meilleure option, même si c'est gênant d'aller répéter ça une autre fois, mais ça peut valoir la peine. OK, super. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Tu sais, là, tu dis de le reconnaître ou pour des parents, tu sais, il y a des parents sûrement qui nous écoutent ou des professionnels, ou des coachs, des entraîneurs et tout. Comment ouvrir cette conversation-là avec un jeune? Comment l'approcher de la bonne manière pour... c'est quoi les questions? Tu sais, je sais pas comment poser ça, là, mais... je pense que la première chose, c'est de dire... Juste d'ouvrir la discussion puis de dire... Moi, j'ai entendu que c'était super commun chez les athlètes d'avoir ça. Ça peut être, tu sais, au moins la moitié des athlètes féminines qui ont ça. Fait que ça arrive souvent, mais ça peut être traité. Je pense qu'on peut juste ouvrir cette discussion-là puis nommer qu'on est au courant que ça se peut, puis que tu saches que l'athlète, la jeune qui est devant nous, si elle a besoin de parler de cette problématique-là, on ne va pas venir rire d'elle. Fait que, tu sais, moi, je sais que ça se peut. Si jamais c'est votre cas, vous pouvez venir me voir, venez m'en parler. On ne rira pas de vous, puis on va essayer de vous pister puis de vous diriger comme il faut. Je pense que juste d'ouvrir la porte sans questionner. Toi, as-tu des fuites? Toi, as-tu des fuites? Ça, c'est peut-être pas la meilleure méthode. La main qui ont des fuites urinaires. C'est ça. Je pense que c'est plus de dire, on sait que ça, c'est une problématique qui est super fréquente. C'est
quelque chose qui arrive, mais qui peut être traité, puis qu'on veut traiter, qu'on veut qu'il soit pris en charge. Il y a des traitements possibles. Si c'est vous, ben voilà, on peut proposer des ressources. Si c'est notre enfant, ben on peut dire, est-ce que tu serais intéressé à consulter une physio en rééducation périnéale? Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en haut de 14 ans, ben c'est pas qu'on veut nécessairement cacher les choses, mais on n'est pas obligé non plus d'en parler avec nos parents. C'est possible de consulter sans avoir nécessairement l'accord du parent, là. Donc, avant 14 ans, c'est pas possible, mais après 14 ans, c'est possible de le faire aussi. Donc, si ça nous gêne d'en parler à nos parents, mais qu'on a accès à ces ressources-là, ben c'est possible de le faire aussi. Okay. Puis je pense également de la façon que tu l'as apporté, ça peut être autant le parent, mais ça peut être aussi l'entraîneur qui pose cette question-là. Puis, tu sais, oui, la question plus spécifique de « Ah, ben j'ai entendu qu'en effet, ça peut être problématique. » Tu sais, si jamais vous avez besoin d'en parler, ben vous pouvez peut-être aller voir ma collègue. Tu sais, des fois, ça peut être, si, mettons, l'entraîneur est un homme, peut-être que la personne n'est pas à l'aise. Il y a très, très, très souvent quand même des entraîneurs féminins dans le contexte de gymnastique, là, généralement. Puis, il y a sûrement une autre personne avec qui la personne est plus à l'aise d'eux. Par exemple, moi, je me rappelle que, c'est pas lié à incontinence urinaire, mais la première fois que j'ai été menstruée, c'était avant les Jeux du Québec. Puis là, moi, il fallait que je me mette un tampon. Mais c'est ma coach qui était justement ma coach féminin qui m'a pris un peu à part. Puis là, elle m'a dit, ben là, comme, il va falloir qu'on trouve une solution, comment on va s'organiser. Elle en a parlé à ma mère. Puis là, ça avait été l'essai du soir. Là, il faut que je réussisse à mettre un tampon parce que je ne vais pas mettre de serviette sanitaire. Par exemple, en compétition, on ne va pas voir les ailettes sortir, là, quand même pas. Mais ces motadines de maillot-là, faudrait bien c'est ça, je sais pas. Par contre, par expérience, les fois où est-ce que j'avais un tampon parce que j'étais menstruée, je n'avais pas de pétune urinaire. C'est l'autre affaire. Le vagin est comblé, en fait. Donc, on enlève l'aspect de la cavité. Ça vient augmenter un peu le support au niveau de l'urètre. Donc, c'est pas une solution, ceci étant dit. Ce n'est pas une solution. De se mettre un tampon quand on n'est pas menstrué, ça peut être très irritant pour le vagin. Mais ouais, c'est... J'avais remarqué ces aspects-là. Tout à fait, c'est fort probable. En effet, ben c'est ces semaines-là qu'en fait, je mettais mes autres maillots. Mes maillots qu'en fait, que si ça apparaissait pas. Parce que j'avais pas de problème. Ouais, mes maillots de couleur. Mais ouais. Puis pour ajouter sur qu'est-ce que aussi les coachs pourraient vérifier, mais si justement l'athlète est peut-être pas capable de faire certains éléments, certains exercices de musculation spécifiques, mais il y a peut-être quelque chose aussi à aller creuser de ce côté-là, comme, OK, si toute mon équipe est capable, mais peut-être pas cette personne-là, mais pourquoi? Okay. Peut-être que je me souviens avoir fait des exercices, je me souviens pas dans ma carrière d'avoir fait beaucoup d'exercices qui étaient plutôt core, vraiment comme stabilisation, unité interne. J'ai pas le souvenir d'en avoir fait autant. Dans mon souvenir, on faisait beaucoup des tractions, des chin-ups, des push-ups, des sprints, tu sais, beaucoup d'abdos en mouvement, d'exemple, suspendu à un espalier puis de lever les jambes. Je veux dire, moi, j'avais le record de ça, mais clairement, mon unité interne ne faisait pas sa job. Là. Mais ça, des trucs qui sont très, très, très demandants aussi. C'est comme si la base n'est pas toujours, est pas nécessairement acquise. Puis on peut des fois venir compenser beaucoup dans ces exercices-là aussi avec justement l'unité plus externe, là, pas l'unité interne. Là. Donc, moi, mes abdominaux, je me rappelle, là, de justement, exemple, quand on fait un V-sit, là, ben moi, mes abdominaux superficiels vont vers le haut. Exactement ce qu'on ne veut pas faire avec, exemple, nos femmes enceintes, puis les abdos qui font justement comme un cône. Ben moi, je me souviens que mes abdominaux faisaient ça. Puis c'est genre à l'âge peut-être de 16 ans, parce qu'on avait notre préparateur physique qui venait. Puis là, elle m'avait fait faire, exemple, certains exercices qui étaient même pour le moyen fessier. Mais là, elle m'avait dit, ben justement, t'es sur le côté, fais pas juste relâcher ton ventre, active ton transverse. Puis il y a quelque chose que j'ai catché. Puis après ça, mais j'avais quand même 16 ans, tu sais, j'étais quand même avancée un peu dans ma carrière de gymnastique. Puis je me rappelle que ça m'avait aidé quand même à améliorer certains exercices fonctionnels, certains exercices d'abdos, de vraiment venir contracter adéquatement l'unité interne. Puis ensuite de ça, mon six-pack embarquait. J'avais pas de six-pack, ça c'est vraiment triste, mais toutes mes amies ont fait six-pack, moi j'en avais pas. Bref, petit détail. Super. Eh bien, merci. Je ne sais pas, Lily, est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'était vraiment intéressant. Est-ce que vous avez d'autres messages à passer à nos jeunes qui vous écoutent en ce moment? Moi, juste de leur rappeler que, ben finalement, parce que c'est ce que je me rends compte, mais on n'est pas toutes seules. Il y a clairement
d'autres personnes peut-être qui en ont, c'est possiblement gênant, Sûrement. mais sûrement qu'il y a d'autres personnes aussi qui en ont, d'autres athlètes, mais tu sais, d'aller consulter parce que ça pourrait peut-être avoir un super bel impact sur leur performance, sur peut-être leur envie de continuer à faire du sport parce que c'est donc bien important de rester actif. Moi, je dirais si le plus de personnes qui sont capables de l'écouter, cet épisode-là, ben, de propager la bonne nouvelle qu'il y a des trucs à faire pour ça. Oui. Ben, ce serait exactement ça aussi. Puis garder en tête que c'est pas juste la gymnastique, la trampoline. Non, c'est ça, on a beaucoup parlé de ça, mais c'est ça, c'est tous les sports avec même un impact qui est faible, là, ça est documenté avec un impact qui est faible. On parle de... Tous les sports impliquent un peu de course, là, dans le fond, donc, ben, tous les sports. Je veux dire, il y a toujours un minimum d'impact dans tous les sports. Même les sports à impact un peu plus faible viennent avec une prévalence qui est augmentée, là. Fait que, super. Ouais. Eh bien, un énorme merci, c'était vraiment intéressant. Vraiment. J'espère que toutes les athlètes féminines vont écouter ça, puis qu'on va pouvoir régler leurs problèmes puis améliorer leur performance. Oui, j'espère aussi, en fait, qu'elles vont être plus ouvertes à consulter. Ouais. Super. Merci. Merci.